Encore un sujet sur les tiers-lieux? Encore une tentative d'investigation de ces laboratoires du monde de demain? Bruno Casanova, un journaliste qui n'a jamais percé, finit par oser. Il enquête. Il enquête avec son nouveau camarade Théophile Darmon, ancien supply chain manager licencié pour raisons économiques. Les tiers-lieux. Pourquoi ce phénomène fascine? Qu'est-ce qu'il dit de nous? Le tiers-lieu, symptôme d'une société en mutation. Les deux reporters, pas très habiles, interrogent. Le travail, l'utilité publique, l'engagement, le rôle sociétal, l'esthétique et l'ouverture à travers ces espaces, dit-on, des possibles. Une aventure pleine de rencontres, évidemment, d'expériences, évidemment, et d'analyses pas toujours pertinentes, évidemment. Un périple de lieu en lieu, l'Arête, la Fraternelle, la Tribu, la Californie, la Boxe et Univerco, un périple pour tenter de comprendre, trouver des réponses. 3 petits points. Tiers-lieu, une quête de sens, pour de vrai. Un podcast du réseau régional des tiers-lieux de Bourgogne-Franche-Comté. Ouais. Mais Bruno, t'es où là? On avait dit 9h. Alors désolé, là j'étais pris là dans un podcast sur la gentrification. Franchement, c'était super. Sur la quoi? Non mais laisse tomber, de toute façon je suis devant chez toi là. Je sonne. J'espère bien, ouais. Ok. Oh mais on comprend rien à ton truc là. Attends, bonjour déjà. Ouais. Comment ça va? Bah écoute, on fait ce qu'on peut et toi? On se enlever tes chaussures s'il te plaît? Non mais il fait beau dehors. Ouais, bon, c'est ça, tout le monde le dit. Alors du coup, l'histoire de montage, c'est quoi cette histoire? Bah hier tu m'as envoyé le montage, j'ai jeté un œil ce matin, je n'y comprends rien. Il y a des lieux qu'on a visités au début qui sont à la fin, des interviews qui sont dispersées dans plusieurs épisodes, et tous les moments où on a fait des blagues. Enfin, c'est pas sérieux de les avoir conservés, Bruno. Non mais attends, c'est hyper novateur en fait. Il y a 6 épisodes pour 6 thématiques et au sein de chaque épisode, on va entendre plusieurs collectifs, les personnes qu'on a interrogées dans la rue, les élus, tu vois, ça va être génial. Attends, donc si je comprends bien, pour l'épisode sur l'esthétique, par exemple, tu vas mettre des moments qu'on a captés à l'Arête, d'autres à la Californie et d'autres à Universco, c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça. Et ce qui est bien, c'est qu'on aura différentes facettes du sujet, ce qui va nous permettre après d'aller interroger un scientifique. Ah oui, d'accord, c'est pas fini cette histoire. Mais au fait, on avait validé l'esthétique comme thématique. On a dit qu'on interrogeait les thèmes de société, pas les trucs de bobo à la France Inter. Oh non, n'importe quoi. Non mais en plus, on a posé des questions là-dessus, je sais pas si tu t'en souviens, mais bref, l'esthétique, le beau, c'est au centre de la dynamique tiers-lieu. C'est ça qui mobilise, qui crée des synergies. Tu me fatigues, mais j'en peux plus de ce podcast, Bruno. Voilà, on a de la laine, des boutons, des perles, plein de petits trésors. C'est classé par couleur. Là, oui, vous voyez, c'est un peu classé par couleur et par taille. Ok. Pas par matière. Et si après par type, donc on a les rubans là-haut, Ouais. la laine de ce côté, les fils là en colonne entre les tissus et la laine. On a un peu de cuir aussi là dans les caisses. Bruno et Théophile explorent l'univers tiers-lieu. Premier arrêt à l'Arête, à Besançon. Un café associatif, une recyclerie, un atelier partagé, des jardins collectifs, des lieux, des pratiques. Ici, l'interrogation porte sur le beau, sur la manière de faire du beau, d'esthétiser, de créer l'harmonie. L'ARET, c'est un faux acronyme qui veut dire l'art d'être tous ensemble. C'est A-R-E-T, E majuscule, T majuscule, E majuscule. L'ARET, c'est la rencontre entre deux surfaces. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît, mais c'est aussi très aigu. Voilà. En fait, il y a un moment donné, je parlais de recherche, il y a quelque chose qui est tranché. Et puis, en fait, c'est un peu aussi rigolo, c'est le reste du poisson. Donc ça reste un déchet. On y va à pied, nous? Oui, bah oui. Ça va faire mal. Ah, ça va être long. On va mettre 17 minutes. Pardon. Oh, puis il n'y a même pas de rampe pour descendre les trucs. Oh, mais c'est vraiment bloqué en 92 ici. Elisabeth Guerle, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice du tiers-lieu L'Arête.
On va s'intéresser à l'identité et l'esthétique. C'est quoi faire du beau à l'arête ? Qu'est-ce que vous trouvez beau dans votre lieu et pourquoi votre lieu est-il beau ? C'est peut-être ce qu'on y fait qui est beau. Et c'est la manière dont on prend soin. Je pense qu'à l'arête, le beau, c'est cette énergie-là. Une espèce de beau en acte. Alors après, il y a des références un peu philosophiques. Schiller qui parlait du bien. Voilà, la question du bien et du beau. C'est parce que c'est le bac de philo, là, aujourd'hui, que vous parlez parce que moi, je comprends absolument rien, en fait. Je sais pas qui c'est, la Schindler. Dans les tiers-lieux, moi, j'ai quand même le sentiment que c'est un peu l'esthétique de bobo. On va retrouver les attrape-rêves. Et souvent, d'ailleurs, les gens qui veulent monter un tiers-lieu, est-ce qu'ils dupliquent pas, en fait ? Ils essaient pas de dupliquer ou de transporter des esthétiques qu'ils ont vues ailleurs dans d'autres lieux, dans un autre lieu qui pourrait ne rien avoir avec le territoire. Enfin, c'est quoi, en fait, ce rapport à l'esthétique et à l'identité ? Est-ce que l'identité, en fait, elle sert à rameuter les gens ? Je pense que ici, c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse. C'est la question du désir. Est-ce que j'ai un désir imaginaire ou est-ce que j'ai un désir parce qu'il y a quelque chose qui me touche et je le mets en acte ? Et je crois que c'est aussi, si on parle de beau ou d'être dans un espace en fait qui nous rend sensibles et dans lequel on est sensible, si on a la capacité d'être touché, on pense aussi qu'on peut toucher l'autre. Et en fait, c'est de ça dont il s'agit. Et c'est quoi une expérience esthétique à l'arête ? C'est vrai que l'expérience esthétique, on peut absolument la voir dans la forêt, au moment d'une montagne, ou devant une montagne, enfin je sais pas. Et donc c'est nous de la provoquer là où on est avec ce qu'on a. Donc ça peut être dans un bout de rue, ça peut être avec 4 déchets. Et c'est d'essayer de vivre intensément un moment et de le ressentir, d'être complètement vivant et être là, complètement présent à un moment donné. Voilà, c'est vrai, si je refais le philosophe, mais moi, j'y connais rien en philosophie, je lis des choses qui me touchent et je les répète. Mais il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Hartmut Rosa, voilà, qui a un peu écrit sur ce sujet, comment ça résonne. Il parle de résonance. Et je pense qu'une expérience esthétique à l'arête, c'est comment on va créer ce temps-là de résonance. Est-ce que finalement, c'est toute l'action, tous les gens qui côtoient, tous les gens qui viennent, tous les gens qui font l'arête, qui vont créer l'identité et l'esthétique de l'arête ? Les gens viennent y développer leurs projets, tester leur activité. Je dirais que le lieu prend absolument la couleur des personnes qui le fréquentent. Je dirais, l'arête, je pense qu'il y a une recherche qui est quand même une recherche peut-être artistique. C'est une espèce de recherche-action sur ces sujets. Voilà, entre esthétique, jeu, bien, beau, je sais pas. Il y a quelque chose qui, peut-être plus, c'est un laboratoire peut-être. Voilà, là c'est la caisse pièce d'échec. Donc ça veut dire, mais si moi il me manque un fou, je peux venir ici. Exactement, oui. Ça peut aussi, les matériaux peuvent aussi être utilisés pour leur usage initial. C'est pas forcément pour créer des nouvelles choses. Des jouets, des... Ouais, ça c'est les personnages, les petits personnages. Ah, les personnages. Ouais, ah, mais c'est ça. C'est Il y a génial. des tigres, des schtroumpfs. Voilà, donc les petits pots en verre, le plastique. Ça, on en a beaucoup si vous voulez, pour des mariages, des événements. Je vais prendre les bruits. Tu fais vachement bien les bruits. Ouais, merci. On a différentes matières. Oui, c'est vrai, on peut écouter. Bah, c'est vrai que là, il y a oula, des cintres. On voit bien ce que c'est, du coup. Bah oui, maintenant. Un blind test. Et donc l'identité d'un tiers-lieu, finalement, est-ce qu'elle évolue, elle n'est pas figée dans le temps, cette esthétique, cette identité ? Moi, je ferais déjà une différence entre identité et esthétique. Enfin, ça me semble pas du tout. Enfin, je pense que l'arête, il y a vraiment une question. Je mettrais une question d'esthétique parce que c'est le sujet. Voilà. Identité, c'est ce qui rend un lieu qui est souple, qui est vivant. Ben, forcément, il se transforme avec son territoire. Voilà, comme vous dites, avec les gens qui le fréquentent, avec le temps, quand on a ouvert en 2011, il y avait très peu de cafés associatifs, il y en a beaucoup plus aujourd'hui, donc c'est sûr qu'on se repositionne autrement. Donc oui, bien sûr, c'est autrement, on s'institutionnalise. Donc oui. Est-ce que vous pensez que les tiers-lieux, au final, c'est pas une mode ? Est-ce que vous pensez que vous êtes tendance ? Est-ce que les tiers-lieux sont tendance aujourd'hui ? On en entend de plus en plus parler. Est-ce que ça devient une mode ? Est-ce que ça va pas faire pchit ? Est-ce que c'est pas de la poudre aux yeux ? Ah bien sûr, ça veut rien dire en fait. Tiers-lieu, c'est un nom
qu'on a trouvé pour en fait relier, voilà, je pense ce dont je parlais, qui me semble être une transformation. Donc c'est le mot qu'on a trouvé. Et vraiment, on s'est dit finalement, c'est un peu ça, ces lieux qui sont hétérogènes en termes d'économie, en termes de relations de travail, de fonctionnement, un peu hybride. Donc c'est facile de trouver ce mot. Et c'est ce dont on a besoin aujourd'hui. Et bien sûr qu'à un moment donné, ça fait pchit parce qu'il y a d'autres besoins. Puis heureusement, c'est ça qui est vivant. Bien sûr, j'espère. Bah, t'as vu, Bruno, elle l'a bien dit. Hein. Le tiers-lieu, c'est une mode, c'est une tendance. Hein. Finalement, tu vois, le nie pas, c'est cool que c'est effectivement une mode, ce mot. Mais en fait, ce qui est important, d'après ce qu'elle dit, c'est finalement ce qu'on y fait, ce qui s'y passe. Ah oui, peut-être, ouais, t'as peut-être raison. C'est peut-être ça au final. Et finalement, vous logez chez Elisabeth, c'est ça? Ouais. Parce que vous auriez pu avoir un chambre ici. Et ouais, mais si on aurait dû dormir à deux. Oui, elle m'a dit que vous vouliez pas dormir dans le même lit. Oui, Je peux comprendre. c'est vraiment qu'en cas de force majeure. Je suis un peu vexé d'ailleurs. C'est toi qui voulais pas? Il est gonflé. En plus, me dis pas que c'est moi, je crois que c'est nous deux qui ne le diront pas. Blandine Aubert, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association Le Café des Pratiques, qui fait partie du consortium piloté par l'Arête. Qu'est-ce que disent les gens dans le quartier de l'Arête ? Alors, que disent les gens de l'Arête dans le quartier ? Alors, l'Arête, c'est l'association qui porte vraiment l'espace de coworking et qui est plus tournée vers les professionnels, en fait, artisans, artistes qui viennent utiliser les matériaux récupérés qui sont à la base et les transformer et utiliser les machines en coworking. Donc, en fait, c'est plus le café des pratiques, je pense, qui est vu par le grand public en tout cas. Si vous parlez des gens du quartier, c'est perçu de façon différente en fonction des regards, mais je pense que les gens ont compris que c'était un lieu de convivialité où on pouvait faire des rencontres et créer du lien. Voilà. Est-ce qu'on pourrait définir l'identité de l'Arête ? Ouais, alors ça, c'est une grande question. Je suis pas sûre qu'on y soit vraiment arrivé pour l'instant. Parce que c'est des espaces polymorphes où chacun vient y chercher ce qu'il veut et on peut les voir sous plein de facettes différentes. Entre la convivialité, l'invention, la création artistique. Enfin, voilà, il y a plein de façons de voir cet objet-là. Et donc, du coup, une identité en une phrase, c'est super dur. L'identité de l'Arête du café bouge tout le temps parce que on fait en fonction des envies et des talents des personnes qui sont là à un instant précis. Donc, c'est sans arrêt en ébullition, en mouvement et en changement. En même temps, les fondamentaux, ils sont toujours là. Et donc, il y a vraiment un socle fort de valeurs et de fondamentaux qui, lui, pour le coup, est stable. C'est celui que j'ai donné tout à l'heure avec l'invention, le lien social. Voilà. Ça reste et ça fait 12 ans que ça existe et que c'est toujours là. Par contre, effectivement, au début de l'aventure, on n'imaginait pas une demi-seconde qu'on allait participer à la création d'un habitat participatif. On n'imaginait pas une demi-seconde qu'on allait faire un jardin. On n'imaginait pas une demi-seconde qu'on allait aller dans les villages ruraux pour déporter une base mobile et puis créer des temps d'échange et de création avec les habitants du coin. Enfin, ça, c'est des choses, effectivement, qui bougent tout le temps. Les tiers-lieux suivent un petit peu une tendance, suivent un petit peu une mode. On est dans la mode des tiers-lieux. Est-ce que vous pensez que l'Arête aussi suit un petit peu cette mode-là ? Je pense qu'on a été précurseur de cette mode et que, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est toujours en mouvement, en ébullition, etc. On sera demain précurseur d'autres choses, j'en suis convaincue. Enfin, on est aussi sur la fabrication usine. Voilà, c'est ces choses qu'on essaie de développer aujourd'hui, dont on entend moins parler et qui demain seront peut-être plus communément utilisées, quoi. Je me relève sur ton regard, je fais des rêves où tout va bien. Mais c'est quoi ça? C'est Grégory Le Marchal. Grégory Le Marchal. Et puis en plus, j'ai le droit de chanter, enfin, je veux dire, c'est bon. Bah, déjà, j'aime pas. Grégory Le Marchal. Tu te souviens de ce que chantait Grégory Le Marchal? Bien sûr, il y a aussi, il y en a une autre de chanson, là je l'ai pas, là, mais enfin, je peux les chanter, non? Ça m'aide à me concentrer. Tu en connais d'autres comme ça aussi? Je suis sûr que tu chantes aussi, alors arrête. Ah ben oui, mais peut-être pas Grégory Le Marchal. Moi, je vais chanter du Johnny, je vais chanter du Sardou, enfin, je vais... tu vois? Écoute, t'as le droit. Enfin, merde, quoi. Merde, voilà. Ok, Bruno, calme-toi, mais c'est pas grave, hein. J'ai rien contre Grégory Le Marchal. De toute façon, là, on en est où, en plus? Là, justement, là, il faut qu'on parte parce qu'on doit interroger une élue, là.
Ah. Donc, Ok. Écoute, je croyais que c'était un micro-trottoir, je sais plus où on en est. bah ouais, je sais que heureusement que je suis là, Bruno. Allez, on file. On y va, ok. Allez, dépêche-toi. C'est un vélo couché en bois. Ouais. C'est votre vélo. C'est mon vélo que j'ai fabriqué il y a 2 ans. Ouais, mais là, c'est... Mais comment il est fait? C'est quoi? Le cadre est en contreplaqué et bois. Ouais. Il y a quelques parties métalliques pour la fourche, le pédalier, le guidon. Ouais. Mais le dossier est en bois, le panier il est en osier. Et voilà. L'esthétique qui fédère, des codes qui font commun, une image porteuse de sens. Bruno et Théophile squattent la Californie, à Toucy, un tiers-lieu sans doute. 3 assos, la recyclerie, une recyclerie, Toucy Entraide, une friperie solidaire et des colis alimentaires. Bonjour Cascade, une asso de design qui fait avec les gens. Il y a quelque chose de peut-être de pas clair de l'extérieur sur l'identité, dans ce sens que quand on arrive sur le site, on ne sait pas forcément trop comment ça fonctionne, ce qui s'y passe, qui est où, qui je dois aller voir, à quoi j'ai accès, quelles sont les activités qui se passent. Enfin, vu qu'il y a plusieurs structures qui proposent des activités et qu'il y a aussi des initiatives ou simplement des habitants ou des gens qui ont envie de filer des coups de main, il se passe des choses et ça ne se synthétise pas juste par un programme simple de il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc l'identité, c'est un lieu, je pense, qui brasse. Parce qu'il y a celui qui vient parce que j'en ai vraiment besoin, mais il y a celui qui vient parce que c'est cool, ça a l'air sympa, et si je faisais un tour, voir pour chiner 2-3 vinyles. Voilà. Direction la Californie. Ouais, la Californie à Toucy. Ça va être énorme, ça va être énorme. Ça va être... Donc vous voyez que on commence à connaître Théophile. Hein. Il aime beaucoup la musique, Théophile. Surtout la musique américaine. Je sais que t'aimes la route 66 et que t'aimes la musique américaine, quoi. Je t'ai dit que j'avais fait la route 66 en décapotable? Oui, tu m'as dit. Tu m'as dit en moto aussi. Tu l'as fait plusieurs fois, du coup. Plusieurs fois, ouais. Ouais, putain. Et là, tu vois, tu conduis ton camion, t'es bien, quoi. Tu sais que tu vas en Californie. Ah, mais à fond, je suis content. Après, ça ressemble pas tout à fait aux États-Unis, là. Ah, non. En plus, à ce qui paraît, je voudrais pas te faire peur, mais ça ressemble vraiment à un tiers-lieu. L'idée que tu te faisais peut-être même d'un tiers-lieu. Je sais pas, mais j'y suis jamais allé. Bah, déjà le nom. Non, mais déjà le nom. On va pas se cacher, c'est vrai qu'on a l'impression d'aller chez les hippies que je décrivais avant de partir avec toi dans ce voyage, quoi. Donc on va voir. Est-ce qu'ils portent tous des sarouels? Est-ce qu'ils font tous du fromage de chèvre? Ils font tous du fromage de chèvre. Écoute, on va voir ça, Camille Massé, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice de la fabrique de territoire Puisaye-Forterre, dont fait partie la Californie. On va s'intéresser à l'esthétique et à l'identité, à la Californie. C'est quoi l'identité de la Californie? Elle se construit au fur et à mesure des activités qui s'y développent et des gens qui s'y investissent. Ce qui fait que la marque première ou l'identité première, c'est lieu sur le réemploi, l'économie circulaire et le lien social. Il y a vraiment une forte connotation sociale, puisque les activités qui sont développées sont quand même dans l'idée de répondre à des besoins de populations diverses et variées, où c'est pas avec des services qu'on fait payer, etc. Donc c'est vraiment d'avoir un lieu qui permet d'accueillir des gens qui cherchent quelque chose, soit parce que j'ai besoin de racheter des assiettes, ou j'ai un vélo à donner, ou j'ai juste envie de voir ce qui se passe et je fais un tour. Alors, les usagers et l'ensemble de ceux qui font tiers-lieu, se rassemblent autour d'une forme d'esthétique qu'on peut retrouver peut-être dans d'autres tiers-lieux et que les gens vont chercher et ils reconnaissent. D'un point de vue des codes, quand on arrive sur le site et qu'on est urbain, on va le connecter à ce genre de lieu. Ici, c'est pas... On vient dans un lieu parce qu'on a besoin de quelque chose et parce que c'est sympa, mais on vient pas parce que y a
sorte de je sais pas comment dire, du coup, est-ce que c'est du sort de design d'espace ou qui va donner une couleur là-dessus. Et je trouve que là, par le coup, c'est un vrai sujet. Comment ne pas trop tomber dans ces codes-là pour justement rester quelque chose d'un point de vue de l'identité qui soit pas trop connoté ou qui soit pas trop décalé par rapport à la pratique ou les habitudes de gens qui sont pas dans ce genre d'endroit d'habitude. Camille Massé, moi, c'est Théophile Darmon. Darmon comme l'acteur, on s'est rencontrés un peu plus tôt. Moi, l'image que j'ai d'un tiers-lieu, c'est une forme de foutoir d'objets et de matériaux de récupération, plus ou moins organisés, confortables et colorés. C'est un peu ce qu'on a vu en arrivant à la Californie, quand même. Hein. Mais du coup, est-ce que c'est pas juste une histoire des hippies, votre truc ? Ouais. Forcément, il y a des connotations de hippie dans le sens où on va chercher à réhabiliter une friche industrielle et du coup à laisser pousser la végétation pour voir ce qui se passe et puis à la tailler petit à petit. Forcément, il y a ce côté, on veut refaire des jardins, là où il y avait les jardins ouvriers, avec les populations qu'on aurait besoin ou qui voudraient apprendre à faire du jardin. Donc oui, après, je connais pas assez les hippies pour se comparer. Tiens Bruno, j'ai trouvé quelque chose pour toi. Ah, Le Monde, les grands reportages. Ah, très bien. Faut que j'apprenne. Bah ouais. Ouais, c'est pas mal. Un peu, hein. 100 récits exceptionnels. Très bien. Voilà. Bah, écoute, peut-être qu'on est en train de construire le 101e. Oui, peut-être. Ça s'arrête en 2012, par contre. Il y a aussi un bouquin sur les revolvers et pistolets américains. Ah ouais, ça j'aime bien. Californie aussi. Est-ce que c'est une valeur, l'esthétique ? Ce qui est important, je trouve, dans l'aspect esthétique que je vais me poser, c'est est-ce que les gens vont se sentir à l'aise ? Est-ce qu'ils vont pas se sentir en décalage ? Est-ce qu'ils vont se sentir dans un endroit rassurant, confortable, que ce soit pas le bordel ? Ou alors, est-ce qu'il y a ce qu'il faut parce qu'il y a l'ombrage, il y a à boire, il y a des chaises, il y a quelque chose, il y a un accueil, il y a une considération. Mais l'esthétisme, c'est sûr qu'on a fait d'un point de vue graphisme, il y a des compétences de gens ici qui font des belles choses. Et ça en jette, c'est beau. Ça permet aussi de mieux communiquer sur ce qui se passe, de rendre les choses beaucoup plus vivantes. Après, je sais pas... Camille Massé, moi, il y a une question qui me turlupine depuis un petit moment maintenant, et j'ai envie de vous la poser. Est-ce que ça existe des tiers-lieux de droite ? Je sais pas. Je sais pas si on n'est que des gens de droite ou de gauche ici. Probablement plus de gauche, a priori, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre que en tout cas, ils se revendiquent pas d'un bord politique. Ça a été une grosse question d'ailleurs, de dire est-ce que la Californie accueille des événements et de quel type et où ça s'arrête. Donc des gens qui viennent faire un rassemblement politique quelconque, est-ce qu'on le permet ? Donc ça c'était des vrais sujets parce qu'il y avait la volonté de ne pas avoir de couleur politique. L'engagement, c'est l'engagement citoyen, c'est des sujets soit autour du lien social ou faire par le faire, enfin il y a des valeurs autour de ça, mais qui ne souhaitent pas être politisables ou politisées à travers des partis. Après, bien sûr qu'il y a une couleur politique, enfin il y a un engagement citoyen, il y a des valeurs de société, enfin donc forcément ça se recoupe probablement avec des valeurs politiques, enfin très certainement. Je pense qu'il y a des gens ici qui sont de droite, qui sont de gauche, qui sont centristes, qui sont verts, qui sont rouges, qui sont... Mais je crois que ça se pose pas la question en tout cas. Bon bah tu vois Bruno, Camille Massé l'a bien dit d'ailleurs, elle l'a pas nié, hein, on reproduit à la Californie des codes, on reproduit une esthétique un peu bobo, un peu tiers-lieu quand même. Oui, mais bon, après, cette esthétique tiers-lieu, hein, si on peut l'appeler comme ça, finalement, elle est reconnue que par une partie des gens qui viendraient peut-être de milieux un petit peu urbains. Mais finalement, cette esthétique, elle n'est pas forcément voulue, elle n'est pas forcément recherchée. Et aussi, ce qu'on peut dire, c'est que cette esthétique ne détermine pas l'identité du lieu, la Californie. Oui, effectivement, je pense que tu as raison, c'est possible. Le mec qui acquiesce, ça y est, il est d'accord. Bonjour madame, est-ce que je peux vous poser une question sur la Californie à Toucy ? Oh bah oui. Est-ce que vous y êtes déjà allé ? Oh là mon pauvre monsieur, très souvent. Très souvent ? Oh oui. Surtout le samedi, quand on a fait son marché, on aime bien aller faire un petit tour à la Californie et à Toucy en trade aussi. Vous avez plutôt une bonne image de ce lieu-là ? Ah oui, pas de problème. Moi. Ouais. Si j'avais besoin réellement, j'irais. Ouais. Bah, c'est assez convivial et puis les bénévoles sont très dévoués
Elles s'intéressent, elles font leur travail de manière consciencieuse et elles sont dévouées, oui. Je dis elles en général parce qu'il y a très peu de représentants du sexe masculin. C'est pour ça que je dis elles, mais enfin il y en a quelques-uns quand même. Parfait. Ouais. Très gentil, convivial, sympathique. Okay. Ouais. Est-ce que vous trouvez que le lieu est beau? Beau, oui. Enfin, disons, ce qui compte surtout, ils aménagent de plus en plus. C'est sympathique. Beau. La Californie, tu trouves ça beau? Moi, c'est l'utilisation. Oui, C'était une friche, donc c'est utilisé, c'est Ouais, tout. c'est bien. Enfin, c'est beau, non. Il y a Beau. des endroits, le jardin, c'était pas mal, c'est là ça. où on avait le concert. C'est bien, oui. Donc au final, l'esthétique, on s'en fout un peu du moment que c'est utile. Les deux, c'est important. Ils ont quand même aménagé. Il y a des aménagements. Oui. Donc c'est pas un lieu de hippie alors, en final. C'est pas des rêveurs. Pourquoi vous me posez cette question? Non. Non. C'est peut-être des écologistes, mais c'est très bien. Ah bah non, c'est des gens qui sont au contraire très logiques. Très logiques. Ils ont une bonne démarche. On manque de matières premières, on manque de tout, on consomme de trop. Donc là, ils essayent de faire une moyenne, quoi. Puis tout le monde peut, à son niveau, peut consommer. Nous sommes à Toussy, dans un tiers-lieu qui s'appelle la Californie, qui est une fabrique de territoire. Et il y a plein de choses dans ce tiers-lieu, Théophile, notamment un atelier pour réparer son vélo. Ouais, du coup, j'en ai profité, je suis venu avec le mien, là, parce qu'en fait, la roue est un peu voilée. Ah. Et je savais qu'il y avait des outils ici, et puis je vais sais tenter faire de le réparer. Ouais, je sais un peu faire. Ouais. Bah vas-y, Puis bah on montre va comment... montrer, Ouais, vas-y. Du coup, c'est une clé à... Ça, c'est plutôt une clé à pipe. C'est une clé à pipe. Ouais, c'est une clé à pipe. Attends, 13. Attends, regarde. Prends-la dans la main. Ah, mais Bruno Putain, mais t'es vraiment amant, j'ai fait la main sur le pied, quoi. Attends, Camille, on essaie... Vous savez que vous n'avez pas le droit d'utiliser les outils Oui. particuliers sans demander à des bénévoles? Ça, oui. Ah, aïe. En Il y a fait, des règles sur ce site. on a essayé de dévoiler la roue et on y arrive pas. Bah On a fait pire que Ouais, nous, bah elle oui, est ouais. complètement voilée. Ouais, ça fait souvent ça. Et Bruno a failli laisser tomber la clé sur mon pied. Tu sais ce qui est génial? C'est que demain après-midi, c'est l'horaire d'ouverture de l'atelier vélo et on sera là, il y aura des bénévoles et ils pourront t'aider à faire tout. Ah, c'est quand même bien ce principe, hein. Oui, C'est quand même génial. ça sera mieux, on va faire. Bon, bah, chouette. Tiers-lieu. Une quête de sens pour de vrai. Là, c'est un petit bureau. Pour les visios. Alors, c'est modulable, c'est un autre des principes de l'espace. Là, c'est un bureau pour une voire deux personnes. Donc là, ça peut être, j'ai besoin de faire une visio, j'ai besoin de passer des appels de façon récurrente. Ça a été le cas, c'est Charlotte hier qui était là, du coup elle me l'a installé comme ça. Pareil, le mobilier, il se bouge en fait. Le lieu est agile. Je tiens aussi beaucoup à ça, et c'est pour ça qu'il y a très peu de choses qui sont accrochées en fait. Un autre univers, celui d'Univerco, comme coworking. Bruno et Théophile s'installent dans cet espace très spacieux et très bien agencé qui semble faire tiers-lieu. Beaucoup de questions plus ou moins directes ou alambiquées sur la neutralité esthétique, sur le caractère inclusif des codes esthétiques. Je voulais qu'il y ait quelque chose autour du collectif du co. Quelque chose autour du co qui était important. Et initialement, on avait dit espace co. C'était le seul terme de tous les termes qui ressortait bien parce que ça représentait quelque chose de collectif. Et espace co, c'est déjà pris, c'est blindé de partout, et puis ça fait un peu espace vert. Donc du coup, ça m'a obligée à revoir le terme. Et univers, je sais pas pourquoi le mot du coup est arrivé comme ça, et je suis super contente aujourd'hui parce que c'est pas un espace, c'est des univers en fait que je propose. Alors nous sommes place Schneider, effectivement. C'est quoi le rapport avec Schneider en fait? C'est lui qui a fait vivre tout le Creusot à une certaine époque, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. C'est, tu vois, la définition du paternalisme, tous les trucs comme ça, tu vois, les cités ouvrières, les espèces de gros machins. Ouais, c'est ça, c'est ici, quoi. Est-ce que Schneider, c'est pas aussi le chef des Tortues Ninja? Presque. Non? C'est Shredder. Ah oui, c'est ça. Et déjà, c'est pas le chef des Tortues Ninja, c'est le méchant.
Alors, c'est qui le chef? Le chef, c'est Laura, là, le chef. Ça, c'est Splinter. Ah, j'ai confondu. Parce que pour venger Splinter, ils sortent les katanas, qu'ils disent dans le générique. Yes. Pour venger Splinter. T'as vu, ils mais sortent même les le katanas. AXA est gris. Tu sais, c'est comme Tiens, si on avait dit qu'on critiquait pas. Ah oui, zut. Sylvie de Jésus, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice d'Univerco. Est-ce que c'est important de recréer de l'harmonie et du beau dans un espace de travail et pourquoi? L'harmonie, elle est importante d'un point de vue environnement physique. En tout cas, ce que les gens me disent quand ils viennent ici, c'est on se sent bien et on a envie de travailler et on travaille bien. L'harmonie, elle est aussi dans ce qui est créé dans l'ambiance et dans les relations. Et ça, c'est tout le boulot de l'animation en fait du lieu, de créer cette harmonie dans les relations professionnelles. Et alors, c'est quoi l'identité d'Univerco? Moi, je sais pas s'il y a une identité. Ouais, je suis pas sûre en fait. Ou peut-être que l'identité, c'est de pas en avoir en fait. J'aime à dire aussi qu'ici, les personnes, je veux pas que mon empreinte elle soit trop forte. C'est ce qui fait aussi d'ailleurs que les murs sont quand même beaucoup blancs. Il y a peu de choses au mur. Ça permet aussi aux gens de se projeter en fait, chacun dans son univers. Donc c'est peut-être ça l'identité, c'est que chacun vient comme il est, avec ce qu'il est et avec ce qu'il a envie. Comme chez McDo, en fait. Ben ouais, c'est juste ça qui m'embête en fait, c'est que McDo avait le slogan avant. Autrement, je l'aurais vraiment repris, mais enfin, dans une certaine limite, chacun vient avec ce qu'il est et fait ce qu'il veut. Voilà, il y a quand même des règles de travailler et de vivre ensemble. Finalement, il n'y a pas une marque trop forte, trop écrasante à Univerco, et du coup, c'est une volonté. Oui, ça par contre, c'est une vraie volonté. Oui. C'est une des choses que je précise vraiment aux gens qui viennent ici, que ce soit même ponctuellement. C'est dire, ben voilà, aujourd'hui, ça va se passer comme ça. Si tu veux manger avec nous, tu manges avec nous. Si tu n'as pas envie de manger avec nous, tu n'es pas obligé. Tu peux manger à ton bureau, tu peux sortir. Enfin voilà, les personnes font ce qu'elles veulent. Je leur demande juste d'être respectueuses et tolérantes du fait qu'on soit ensemble. Alors, comment on se réapproprie un espace? Comment on l'aménage pour qu'il soit porteur de sens et inclusif? Wow. Bonjour à la question. Ben, déjà, pour que ce soit porteur de sens, il faut qu'il y ait une intention ou un projet. Donc ça, c'est la phase de préparation que j'ai faite en fait avant d'aménager le lieu d'ailleurs. J'avais envie d'un espace très ouvert pour que les gens puissent se voir, se rencontrer, se connaître, parce que c'est comme ça que ça se passe. J'ai injecté tout ce que fait un ergonome, c'est-à-dire comment tu conçois un espace pour que les personnes puissent travailler dans des bonnes conditions. Donc c'est de l'espace. Voilà, j'ai pas optimisé de mètres carrés parce que ça n'avait pas d'intérêt. J'ai fait en sorte qu'il y ait de l'éclairage, qu'il y ait des conditions physiques qui soient bonnes. C'est un espace, effectivement, où vous pouvez travailler dans des bonnes conditions, fibres, etc. Mais c'est aussi un espace où on va pouvoir sortir de l'isolement, échanger, jouer de la solidarité aussi entre nous. Voilà. Et encore, là aussi, avec ce que tu as envie ou pas de faire, sans obligation. L'aspirateur, j'en ai pris un qui se vide tout seul. Donc là, il est autonome. En fait, je peux le lancer le week-end, même de Dijon. Il se vide tout seul. Ouais. Mais c'est fou. Oui, comment il se vide tout seul? Ah ben, il a un réservoir. Oui, Donc, mais quand il du a coup, plus de batterie, il retourne à la maison, hop, il se vide. Et après, il se relance. Donc des fois, il peut fonctionner pendant tout un week-end. Quoi. Ça, c'est ça l'avenir. C'est moderne. En même temps, c'est une ville d'industrie ici, tu sais. J'aime bien les miroirs comme ça, de grands miroirs à l'envers. Ah mais en plus, on n'est pas moche là-dessus. Non, c'est vrai qu'on n'est pas moche là-dessus. Est-ce que les résidents participent à l'aménagement et à la décoration? Dans l'ensemble, quand c'est possible, je fais participer. Et puis là aussi, en fonction de ce que les personnes souhaitent ou pas contribuer. Bonjour Sylvie. Bonjour. Moi je suis Théophile Darmon, Darmon comme l'acteur. C'est bien. Est-ce que les résidents du coup peuvent tout changer? Est-ce que si jamais ils voulaient vraiment tout repeindre en rouge, en bleu, est-ce qu'ils pourraient le faire? Non. Et pourquoi? Parce que l'idée c'est pas que ça corresponde à une seule personne. Donc il y a des choses effectivement qu'on bouge pas trop. C'est-à-dire que les murs, c'est important pour moi qu'ils soient assez neutres pour permettre justement d'y mettre d'autres choses et de façon plutôt éphémère
ou en tout cas agile. Bon, parce qu'au final, on s'en fout pas un peu, l'esthétique et du beau. Enfin, ça, c'est vraiment une question de Bruno. Personnellement, moi, vous me mettez un ordinateur, de l'électricité, une souris, ça me suffit. J'ai pas besoin de chichi. Est-ce qu'on a besoin de tous ces chichis d'ailleurs pour travailler? En tout cas, c'est ce que les personnes viennent chercher là, et c'est ce que moi j'ai envie d'offrir. Bon, quand même, tout est bien rangé, tout est bien structuré, c'est du matériel récent, neuf, pour beaucoup. Les gens sont bien habillés. En fait, vous n'êtes pas du tout un tiers-lieu. C'est l'activité qui veut ça aussi. Effectivement, j'ai une activité qui n'est pas hybride dans son activité coworking. Là, effectivement, je propose des espaces de travail. De temps en temps, des espaces où on y fait un peu autre chose, mais dans des entreprises aussi, on fait autre chose. Voilà. Est-ce que vous vous définissez comme tiers-lieu? Et si oui, pourquoi? Oui, moi, je me définis comme tiers-lieu parce que je ne suis pas un centre d'affaires. J'ai rien contre, mais il y a autre chose dans le projet, en fait. Il y a ce que j'essaye de favoriser, c'est tout un boulot qui est invisible, mais qui est énorme. C'est-à-dire de permettre aux gens de se connaître, de se rencontrer, de leur dire, ah bah tiens, va voir un tel, je sais qu'il fait ça, il peut te filer un coup de main ou il peut te filer des outils. Donc ça, c'est un vrai boulot qui, pour moi, fait partie des tiers-lieux. Parce que ça permet au-delà du lien social, ça permet de développer aussi de la connaissance, des compétences, de s'émanciper d'une certaine façon. Et puis, on n'est ni à la maison ni au travail, quoi, en tiers-lieu dans ce sens-là. Je ne suis pas dans d'autres dynamiques de tiers-lieu, effectivement. Donc, je ne sais pas si aujourd'hui, j'en suis un ou pas. Et j'ai presque envie... Aujourd'hui, je suis arrivée à la conclusion de me dire, peu importe, je suis ce que je suis. Aujourd'hui, je te propose de choisir en premier, comme c'est moi. Ah bah oui, je crois que je vais prendre ça. Tu prends quoi, du coup? Risotto d'automne. Tu prends risotto d'automne? Et moi, je vais riz de Camargue, potimarron IGP, potimarron et châtaigne. Moi, je vais prendre la cocotte à l'indienne. Très bien. Moi aussi, je vais prendre parfait. Je t'en sors un charneux. Très bien. Super. C'est haricot blanc, c'est très bon pour ce que j'ai. Je sais pas ce que j'ai. C'est très bon. Ok, je pensais que c'est pas, t'avais besoin de péter. Alors. Donc voilà, donc on utilise ce qu'on appelle un micro-ondes. Ah, il n'y a pas de... Mais si, une cloche. On appelle ça une cloche. Voilà. Et puis bien sûr, on tape bien fort. Christine Esperanza, bonjour. Bonjour. Vous êtes partenaire d'Univers Co. Est-ce que dans votre choix aussi de venir ici, est-ce que justement l'harmonie qui se dégage, notamment dans l'agencement du lieu, ça a joué? Quand je l'ai découvert la première fois, il était en chantier. C'était vraiment en chantier. Et quand je suis revenue, ça a été la belle surprise, la grande surprise. On s'y sent bien. C'est beau. C'est esthétiquement très joli. Et c'est quoi pour vous l'identité? Est-ce qu'on peut la définir, l'identité, la spécificité d'Univers Co? Il porte bien son nom. Collaboration, cooptation. Je reviens sur l'aspect humain. C'est vraiment cet esprit d'avancer ensemble. De ne pas laisser quelqu'un sur son bureau seul, même si on le sent. Justement, si Sylvie, elle le fait très bien, elle est très sensible, elle est très empathique. Et il y a des moments où j'étais, je vous dis, au départ, je travaillais vraiment pas beaucoup. Je venais vraiment limite en dépit du bon sens. Mais elle a toujours été là pour me tendre la main, pour m'aider à lancer une plaquette commerciale, par exemple, à me donner son avis. Donc, pour moi, c'est ça, Univers Co, son identité, vraiment. Et on a entendu dans d'autres tiers-lieux qu'on a visités que l'identité des lieux était faite par les gens qui les côtoyaient, ces lieux. Est-ce que vous pensez que c'est le cas aussi à Univers Co? Sylvie, bien sûr, par elle-même, elle fait le gros du job, hein, mais elle nous laisse la place. Elle nous laisse une grande place. Elle nous sollicite sans arrêt pour des idées de codev. Elle organise des remue-ménages chaque mois. Elle organise des tas de moments, de temps pour qu'on soit déjà, qu'on se réunisse, qu'on ne reste pas chacun sur notre bureau, qu'on puisse sortir justement de l'espace de notre bureau pour mieux se connaître, tout simplement déjà, pour connaître nos activités respectives, pour savoir ce que chacun peut apporter à l'autre. Et ça, elle le fait très bien. Mais oui, on participe, bien sûr, parce qu'elle nous tend la main. Et alors, comment on s'approprie, finalement, comment vous êtes approprié ce lieu? Parce qu'il y a l'idée aussi de recréer un peu un chez-soi, et j'ai l'impression que pour vous, c'est quand même aussi important de créer ce chez-soi-là. C'est passé par quelle étape? Comment ça se traduit concrètement, cette appropriation du lieu? Basiquement, grâce à l'espace cuisine, j'ai envie de dire. Parce que le matin, on arrive, qui veut un café?
Voilà, donc on va prendre 5 minutes, 10 minutes avant de démarrer notre journée. Et puis voilà, prendre la température, voir comment on va. C'est souvent dans ces moments informels que tout se passe pour moi, je pense, vraiment. L'acoustique est très bonne ici, hein, Bruno. Je sais pas C'est vrai. Hein. En termes d'agencement, moi je trouve quand même que cet espace est vraiment agréable. Maintenant, ce que je ne sais pas, c'est à quel point le mobilier est confortable. Et bien justement, nous allons le tester tout de suite. Première chaise. Alors la première est jaune, enfin vous pouvez pas la voir, mais elle est jaune. Elle est design, elle est plutôt jolie. Donc là, Théophile va s'asseoir sur la chaise. Attention. Bon bah du coup, il y a... Voilà, la chaise fait du bruit. Voilà, ça c'est... Attends, regarde quand je me relève aussi. Mais franchement, elle est vraiment... L'assise est confortable. Très confortable. Alors, sincèrement, elle est très confortable. On a été assis dessus toute la journée. C'est vrai. On a pas mal au dos, on est bien. Enfin, elles sont vraiment très très agréables. En fait, les tiers-lieux, ils ont tendance à jurer un petit peu avec les codes esthétiques de la modernité ou du marketing. Donc de fait, ça correspond pas à une esthétique particulière qui est celle du mobilier urbain standardisé qu'on voit aujourd'hui, qui va plutôt suivre des esthétiques qui sont un petit peu modernisantes, high-tech, avec certains matériaux, certaines couleurs flashy, etc. Tandis que les tiers-lieux, eux, il y a ce côté un petit peu bricolage, mais qui fait aussi partie... Disons, c'est là où en fait le choix de l'esthétique en fait renvoie à la question d'un design social, c'est-à-dire en fait que c'est une esthétique qui est à la base en fait du bricolage par les gens. Identité et esthétique, suite et fin de la réflexion avec Lambert Dousson. Bruno et Théophile vont à la rencontre de ce docteur en philosophie, professeur de sciences humaines à l'École nationale supérieure d'art de Dijon. Interrogation autour du beau, de la manière de faire du beau, d'esthétiser, de créer de l'harmonie, du design. Le design, objet d'étude de leur interlocuteur du jour. C'est quoi le design Lambert Dousson? Parce que nous, on a trouvé une définition, mais on n'a rien compris. Et je me permets d'ailleurs de vous la lire. Le design est une discipline de projet dont la scientificité, donc un nouveau mot pour moi, est en voie de construction. Il s'agit donc d'un champ pratico-théorique. On est d'accord que c'est un peu flou. Éclairez-nous. Oui, en effet, c'est une définition qui est plutôt incompréhensible. J'aurais du mal à vous donner une définition générale du design, tandis que le design, maintenant, il va dans énormément de domaines différents, puisqu'on va parler de design aussi bien pour des objets industriels, pour le marketing, pour la configuration d'un jeu vidéo, aussi pour les dimensions d'automobile, le son dans les automobiles, les atmosphères olfactives dans les trains ou dans les halls d'hôtel. L'objectif en fait du design, c'est de faire en sorte que l'espace public redevienne, si jamais il l'a déjà été, un espace de convivialité où les gens peuvent s'arrêter, discuter, faire des choses qui ne sont pas forcément prévues par le commerce ou par la loi ou le droit. Et qu'est-ce que vous percevez du mouvement des tiers-lieux ? Peut-être le plus célèbre, c'était Les Grands Voisins à Paris, c'est-à-dire la manière dont des collectifs pluridisciplinaires réunissant des designers, des artistes, des architectes, des sociologues, des philosophes aussi, ont essayé d'imaginer un lieu inoccupé pendant un certain temps pour y croiser en fait des populations qui étaient dans le besoin avec des gens du voisinage, des riverains, et donc faire une sorte de lieu à la fois convivial où on vendait de la brocante, où on proposait de la restauration, mais également où on pouvait loger des sans-abri ou des migrants demandeurs d'asile. Est-ce que l'objet du tiers-lieu, ce n'est pas notamment de construire des espaces esthétisés ? Il y a un côté un peu punk, un côté squat, qui, souvent fait que c'est difficilement accepté, pas tellement par les riverains, mais plutôt par les pouvoirs publics, qui voient plutôt quelque chose du désordre, quelque chose d'un petit peu punk, en tout cas qui ne correspond pas forcément aux attentes des pouvoirs publics en termes de marketing urbain.
Et donc le marketing urbain, c'est tout ce système de communication que sont aujourd'hui obligés d'utiliser, de mobiliser les villes pour pouvoir faire venir des nouvelles populations et des nouveaux capitaux. On va écouter justement un extrait du coup de Camille Massé de la Californie à Toussy. Vous pourrez réagir juste après. D'un point de vue des codes, quand on arrive sur le site et qu'on est urbain, on va le connecter à ce genre de lieu. Ici, on vient dans un lieu parce qu'on a besoin de quelque chose et parce que c'est sympa, mais on vient pas parce que y a ce sorte de je sais pas comment dire. Du coup, est-ce que c'est du sort de design d'espace qui va donner une couleur là-dessus? Et je trouve que là, pour le coup, c'est un vrai sujet. Comment ne pas trop tomber dans ces codes-là pour justement rester quelque chose d'un point de vue de l'identité qui soit pas trop connoté ou qui soit pas trop décalé par rapport à la pratique ou les habitudes de gens qui sont pas dans ce genre d'endroit d'habitude. Donc, est-ce que vous voulez réagir à ces propos de Camille Massé ? Cette espèce d'esthétique do-it-yourself qui est un petit peu spécifique au tiers-lieu, elle renvoie aussi à une certaine forme d'esthétique, disons qu'on a envie de dire, même si le terme est impropre, un petit peu bourgeois bohème, un petit peu bobo, qu'on voit également dans les nouveaux bars branchés, où il y a un mélange en fait de bricolage, de végétation. À cause précisément de cette esthétique-là, peut-être que les populations, les couches populaires de la population, elles se sentent peut-être de plus en plus marginalisées par rapport à elles. Donc il y a tout un équilibre en fait à trouver entre, disons, la vocation sociale des tiers-lieux et en même temps l'idée que ça peut aussi être un espace où il y a des rencontres entre populations qui ne se croisent pas sinon. Lambert de Son, est-ce qu'il y a des codes esthétiques communs aux tiers-lieux ? Ce qui est intéressant avec les tiers-lieux, c'est que ce sont des espaces de négociation entre l'espace privé et l'espace public. Et un des signes visibles de cette négociation-là, c'est par exemple la manière dont le tiers-lieu va un petit peu déborder sur la rue. Et ça, mine de rien, c'est aussi des signes de volonté d'appropriation par les habitants de l'espace public, de reprendre en main leur manière d'habiter la rue ou le quartier. Après, sur la question esthétique, disons d'un point de vue philosophique, on dit qu'en fait, l'esthétique, c'est la science du sensible. Et quand on parle de sensibilité, on parle aussi bien de la sensorialité, les 5 sens, la vue, le toucher, l'ouïe, etc., mais également la sensibilité au sens de l'affectivité, tout ce qui relève du sentiment. Et quand on parle d'esthétique, en fait, on s'interroge sur les effets de certains dispositifs, de certains objets, sur la sensibilité des gens. Au fond, derrière la notion d'esthétique, il y a une notion qui est très, très humaine. Disons, non, je ne dirais pas qu'elle est très, très humaine, parce qu'on la trouve aussi chez les animaux. Disons qu'il y a une dimension qui est centrale de l'existence, c'est le plaisir. Et ce plaisir, il ne faut pas seulement l'entendre au sens du plaisir visuel. Mais ce plaisir, ça peut être aussi le plaisir de se réapproprier les objets, de se réapproprier l'espace, et par exemple de réparer soi-même son vélo. Vous voyez ? La société de consommation, elle essaye de restreindre le plaisir, disons, à la seule jouissance de la possession. En fait, les tiers-lieux et disons toute la philosophie qu'il y a autour de ces manières alternatives de rendre l'espace public, on essaie de déplacer la question du plaisir dans des enjeux qui sont des enjeux de réappropriation, d'utilisation, de partage et non plus de possession. En fait, de convivialité, donc de choses qui ne sont pas forcément suspendues à une possession privée d'objets ou à l'utilisation d'interfaces comme celle que nous proposent maintenant nos téléphones portables. Vous faites un lien entre esthétique et politique, notamment en parlant de réappropriation de l'espace public, mais je ne comprends pas, c'est politique notre après-rêve. Je dirais que oui, parce que, mine de rien, qu'est-ce que c'est que la politique ? En fait, c'est travailler sur les désirs collectifs des gens depuis 20 ans. Évidemment, l'esthétique, elle est politique, parce qu'elle touche à notre sensibilité. La manière dont nous sommes, en fait, au monde, mine de rien. Ah bah oui, donc c'est facile. Si tous les objets esthétiques sont politiques, je sais pas, moi-même, mon rouleau de sopalin, tiens, il est politique aussi. Non, mais c'est pas esthétique, un rouleau de sopalin. Par contre, la lampe à lave... Là-bas, là, elle dit beaucoup de choses déjà. Et puis ton espèce de fauteuil royaliste, là, qui c'est que ce truc ? Qu'est-ce qu'il a, mon fauteuil Voltaire ? Tiers-lieu, une quête de sens pour de vrai. Une série de podcasts soutenus par la préfecture de Bourgogne-Franche-Comté, la région Bourgogne-Franche-Comté, la Banque des Territoires et la communauté urbaine de Grand Besançon Métropole.
une production du réseau régional des tiers-lieux en Bourgogne-Franche-Comté. Coproduction Magnavox et Radio Dijon Campus. Réalisation Nicolas Debève et Aurélien Moulinet. Montage Aurélien Moulinet. Composition, habillage et mixage Elliot McLucky. Accompagnement artistique Lolita Huguenin. Voix générique Camille Foll.